bonjour à tous, Geoffroy de l'Étrange. Donc, je m'occupe effectivement du marketing produit pour l'Europe et des relations avec les analystes chez Cornerstone. Quelques mots sur Cornerstone pour ceux qui ne nous connaissent pas. Éditeur de logiciels RH, on existe depuis 20 ans. Pour les sujets de gestion du capital humain, très fortement orienté talent, gestion des talents. Plus spécifiquement, on est une entreprise mondiale. La France est notre deuxième marché après les États-Unis, donc on a une très forte présence française. Et le chiffre sur lequel je vais insister, parce que ça a un lien avec la suite, c'est le fait qu'on ait 42 millions d'utilisateurs sur la plateforme. C'est un des sujets qui va impacter la RH et à propos duquel elle a besoin de compétences marketing, c'est le sujet de la donnée et du traitement de la donnée pour les collaborateurs. Donc en fait, je vais effectivement parler de ça. L'importance pour la RH d'avoir des compétences marketing, mais je veux aussi parler de la notion d'expérience talent, qui est quelque chose qui est en fort développement. On n'est pas les seuls à en parler, mais c'est un point absolument essentiel pour l'impact business de votre entreprise. Juste un petit rappel historique, il y a 15 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de smartphone. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 15 ans? Je ne sais pas. Il y a des prospectivistes qui écrivent des articles passionnants, il y a beaucoup de choses qui sont en réflexion là-dessus, mais l'importance pour vous, c'est de vous dire on doit être en permanence prêt à évoluer et on doit en permanence être prêt à réapprendre à apprendre, pour vous et pour vos collaborateurs. Donc je vais prendre quelques petits exemples. Le premier, c'est tout ce qui est acquisition des talents, bien sûr. Et là, c'est un petit schéma qu'on a fait avec des clients. C'est-à-dire que c'était, en l'occurrence, à Londres, c'est pour ça que c'est en anglais. Et on a mis l'accent sur quelques points, comment aujourd'hui recruter efficacement. Et le premier, c'est le bouche à oreille. C'est absolument essentiel. Vos collaborateurs, contents, recrutent. La recommandation est un critère de recrutement essentiel. C'est un des facteurs, un des modes de recrutement qui a la plus forte rétention derrière. Chez Cornerstone, d'ailleurs, c'est un tiers de nos recrutements. Donc, vous voyez, c'est très loin d'être négligeable. Un autre point intéressant, évidemment, c'est le fait que la technologie ne doit pas prévenir la création empêcher la relation. On va parler d'automatisation. Oui, quand vous avez 500 CV, passer de 500 à 50 avec de l'automatisation par mots-clés, ça n'est pas idiot. En revanche, le temps que vous avez économisé là, vous devez l'utiliser pour plus de relationnel avec les candidats sélectionnés de façon automatique. D'autant que l'automatisation, si elle est bien faite, va permettre d'éviter des biais inconscients. À titre d'exemple, la consonance d'un nom de famille n'est pas un champ. Donc pour un logiciel, on s'en fout. Donc finalement, ça va aider au recrutement. Et un autre point qui est intéressant, évidemment, c'est la culture d'entreprise. Tout se sait. Je vais revenir sur cette notion de transparence, mais une culture d'entreprise positive est connue. Une culture d'entreprise négative se sait dans le marché aussi. Et enfin, évidemment, l'authenticité du message. On en a parlé juste avant, je suis tout à fait d'accord. On peut tellement facilement aujourd'hui aller vérifier l'information que si vous n'êtes pas capable effectivement à la fois de décrire l'entreprise de façon honnête, mais aussi le poste de façon honnête, vous allez dans le mur. Alors, voilà. Évidemment, les candidats ont le pouvoir de choisir aujourd'hui. Ça a été aussi évoqué par Thomas Chardin tout à l'heure. C'est évident. Petit exemple personnel, c'était il y a une petite dizaine d'années, j'ai failli accepter un poste. Mais la veille, j'ai été sur LinkedIn, j'ai cherché les anciens collaborateurs, j'en ai contacté une qui m'a fait un tableau cauchemardesque de l'entreprise. J'ai appelé le recruteur en disant « Écoutez, je ne viendrai pas à l'entretien demain, même si vraiment ça a l'air passionnant. Parce que je ne veux pas, dans un an, me retrouver au chômage. » Voilà. Donc, il n'était pas content, mais je pense que ça a fait gagner du temps à tout le monde. Donc, je cite Josh Bersin. Alors, qui ne connaît pas Josh Bersin? Pas de honte. Josh, c'est un analyste américain très connu qui avait créé son propre cabinet de conseil, qu'il a revendu à Deloitte. Maintenant, il redevient indépendant. C'est un des plus grands influenceurs américains sur le sujet RH et talent. Et donc, il a eu cette phrase, il faut traiter ses salariés comme des clients et des consommateurs. Donc, c'est la notion, excusez le néologisme, de consumérisation, c'est-à-dire que l'expérience
qu'une personne, qu'un individu a dans un domaine personnel doit se retrouver dans le domaine professionnel. Exemple, l'environnement informatique. Amazon, Netflix donnent des habitudes d'utilisation. Apple donne des habitudes d'utilisation. Comment sont les outils que vous proposez en entreprise? Est-ce qu'ils sont comme ça ou est-ce que ce sont des vieux systèmes voilà. Vous voyez, ce genre de points, c'est assez important. Donc, il y a cette transparence qui est totale. Aujourd'hui, il y a Glassdoor, Best Place to Work, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Et donc, il faut se poser la question du pouvoir. Qui a le pouvoir de décider? Et effectivement, il y a un point qui est absolument essentiel et dont a parlé Thomas tout à l'heure aussi, c'est ce qu'on appelle la division des compétences. Beaucoup de personnes qui ne sont pas qualifiées pour les postes proposés et beaucoup de postes proposés qui demeurent non pourvus. Donc là, ceux qui sont surnuméraires n'auront aucun pouvoir quand ils chercheront un emploi. En revanche, ceux qui sont dans cette minorité recherchée auront tous les pouvoirs de choisir. Ça veut dire d'ailleurs aussi, et j'y reviendrai, qu'une des stratégies pour remplir ces postes non pourvus, c'est évidemment la mobilité interne. J'y reviendrai. Donc, bon, un petit chiffre en passant, 75% des candidats font attention à la marque de l'entreprise, oui, bien sûr. Ça nous invite à parler de l'expérience candidat. C'est assez logique. Je passe un peu vite parce que je voudrais passer plus de temps à la fin sur la notion d'expérience talent. Donc si je prends quelques termes de compétences marketing spécifiquement sur le recrutement, vous voyez un peu des mots-clés comme ça. J'ai déjà parlé de l'automatisation. La diversité, en fait, c'est en lien aussi avec le ciblage, c'est-à-dire vos clients ne sont pas forcément ceux à propos desquels vous avez une idée préconçue. Je cite Monsieur Honda, le créateur de Honda, qui a dit « On doit être capable de recruter des gens qu'on n'aime pas ». Et oui, donc il faut penser à ça. Donc pensez aux sites carrières ciblés, pensez aux recommandations, la marque employeur, on en a beaucoup parlé, etc. Donc tous ces éléments-là peuvent utiliser des stratégies marketing. Par exemple, le fait d'avoir des sites carrières par cible. Si vous n'êtes pas capable de maîtriser la notion d'optimisation de moteur de recherche, le SEO, allez voir votre département marketing, eux, ils savent faire. Si vous n'êtes pas capable de faire des campagnes, de gérer des campagnes sur LinkedIn en fonction de cibles prédéfinies, là encore, allez voir au marketing. Notre budget LinkedIn chez nous au marketing, chez Cornerstone, est très conséquent et on a des spécialistes pour ça, etc., etc. Donc la notion de fidélisation, donc bien connaître votre cible, sachant que votre cible, ce ne sont pas forcément que les gens de l'extérieur. J'insiste vraiment sur la mobilité, c'est un point essentiel. Pourquoi? Parce que la loyauté n'est plus acquise. Notamment, je dirais, depuis la crise de 2008, on en a parlé avant, à partir du moment où on peut se faire virer du jour au lendemain, pourquoi je donnerais ma loyauté à l'entreprise? Je n'ai aucune raison de le faire si on ne m'en donne pas l'occasion. Un contre-exemple et un exemple positif. Donc, mauvaise pratique, bonne pratique. On avait fait une étude sur la mobilité interne il y a quelques années sur 4 pays en Europe. Et un des blocages à la mobilité interne, c'était le manager de proximité, qui, en fait, dans les évaluations, allait sous-noter un bon pour le garder et surnoter un mauvais pour s'en débarrasser. Cas réel, cas réel. Mais je voudrais partager une bonne pratique d'un de nos clients en Belgique, si ma mémoire est bonne. Eh bien, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un système de récompense des managers dont un membre d'équipe faisait une mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, ils récompensaient le manager d'avoir développé les compétences d'un collaborateur au point qu'il puisse bénéficier d'une mobilité. Vous voyez, ça, je trouve ça très, très intelligent comme idée. Donc, il faut mesurer ce qu'on fait. Il faut mesurer l'efficacité de ce qu'on met en place et il faut bien connaître aussi les collaborateurs. Ça fait partie de la mesure. Est-ce que vous êtes capable, par exemple, de faire une recherche de collaborateurs par compétence? Je ne sais pas, je pose la question. Par compétence acquise, existante, ou par compétence qu'on voudrait acquérir. Là encore, j'ai une petite anecdote. Une entreprise qui voulait ouvrir un bureau en Suède, anecdote réelle, recherche dans le système, personne ne parle suédois,
mais voit que tel collaborateur est intéressé par les langues. Est-ce que tu veux apprendre le suédois? Oui. Est-ce que tu veux aller en Suède? Oui, et hop. Vous voyez? Donc il faut être créatif un peu là-dessus. Donc le sujet développement est essentiel parce que ça impacte la mobilité interne, mais aussi la marque employeur. Là, je peux citer Danone. Danone a cette stratégie très connue de One Learning a Day, une formation par jour. C'est sur leur site de recrutement. C'est un critère positif de recrutement pour le candidat. Vous voyez tous les autres éléments dont on peut parler. Formation juste à temps, ça je l'aime bien. Vous êtes en train de faire quelque chose dans un système, par exemple, vous êtes sur Salesforce ou Slack ou n'importe quoi, et le système va vous proposer une formation sur ce sujet. Exemple, je suis commercial, je suis en train de créer une opportunité dans Salesforce, j'indique que je suis en concurrence par rapport face à telle boîte, et un petit cours créé en interne me dit, bah, tiens, quels arguments mettre en place face à tel concurrent. Ça, c'est, alors je reprends une expression de Josh Bersin à nouveau, learning in the flow of work, dans le flux du travail. Et puis l'engagement des collaborateurs, c'est le point suivant. Là, j'avais mis contenu généré par les utilisateurs, c'est le lien avec la mise en avant d'experts. Hein, donc si j'utilise mes propres collaborateurs pour partager leurs connaissances, ils seront motivés, vous allez former des gens en interne, vous allez favoriser la mobilité interne, et c'est plus facile de remplacer quelqu'un qui a un poste junior et devient senior, que de chercher un expert à un niveau senior. C'est logique. Je passe assez vite. Hein. Voilà, je voulais insister, passer un peu plus de temps là-dessus, parce qu'en fait, in fine, ce qui est essentiel, c'est l'expérience talent. Alors, qu'est-ce que c'est l'expérience talent? L'idée, c'est de dire, il y a le point de vue de l'entreprise, et c'est le point de vue que j'ai utilisé jusqu'à présent, et il y a le point de vue du collaborateur. Bon, que veulent les entreprises? Bon, attirer les talents, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Retenir les talents, je l'ai évoqué. Les entreprises veulent aller vite, veulent être agiles. D'ailleurs, en petite parenthèse, si vous, en tant que professionnel RH, vous allez discuter avec un manager de proximité et vous lui demandez, selon toi, quels sont les critères d'évaluation de la RH? Comment tu mesures l'efficacité de la RH? Le manager va vous répondre deux choses, vitesse de recrutement, vitesse de montée en compétences. Bon, évidemment, c'est court-termiste, mais le manager de proximité, lui, il a la pression du marché, il a la pression de ses managers, il doit vendre, il doit produire, il doit créer, et il doit donc avoir les compétences dont il a besoin tout de suite, il ne peut pas se permettre d'attendre. Maintenant, ça veut dire quoi pour vous? C'est que vous pouvez engager un dialogue intéressant avec eux, parce que vous dites, OK, moi je vais être efficace là-dessus, en échange de quoi, tu vas aussi m'aider en me donnant les informations dont j'ai besoin pour élaborer une stratégie à long terme. Les évaluations de performance servent à ça. Les retours d'expérience sur les collaborateurs, être capable d'identifier qui est à risque de partir, être capable d'identifier qui a un certain potentiel, etc., etc. Et puis réduction des coûts et des risques, ça c'est important, il ne faut pas l'oublier. C'est peut-être plus transactionnel, mais ça compte, notamment d'un point de vue collaborateur, la protection des données. Maintenant, il faut mettre en miroir ce que veulent les salariés. C'est vraiment là qu'il y aura cette notion d'expérience talent. En tant que salarié, qu'est-ce que je veux? Ben, je veux rester employable toute ma vie. Hein, que j'ai 20 ans, 25 ans en sortie d'études, ou 55 ans, et la réforme des retraites est en train de me dire que je dois bosser 10 ans de plus. D'ailleurs, petite parenthèse hein, pour les entreprises, est-ce qu'il vaut mieux embaucher un jeune de 25 ans qui reste 2 ans, ou une personne de 55 ans qui reste 10 ans? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Voilà. C'est aussi parce que je vieillis que je dis ça, hein, j'avoue. Donc le fait de rester employable, c'est absolument essentiel pour un collaborateur. Donc, permettez-lui. Ah, évidemment, en France, il y a la réforme de la formation, etc., qui donne des nouveaux outils. Mais ce que je dis s'applique dans le monde entier. L'autre point, c'est la transparence. Où j'en suis? Comment je progresse? Comment je peux savoir s'il y a potentiellement un projet dans lequel je pourrais être et qui me permettrait d'apprendre des nouvelles choses? Je ne sais pas, comment on communique là-dessus? Est-ce que vous communiquez sans aucune contrainte les mobilités internes? Et là, d'ailleurs, la technologie peut aider. Une des fonctionnalités qu'on a qui s'appuie sur les algorithmes prédictifs, c'est les suggestions de mobilité interne.
Donc, être capable de dire à un collaborateur, suivant les infos dont on dispose sur toi et tes envies, bien sûr, voilà les suggestions qu'on te propose de mobilité interne et voilà les formations qu'on te conseille pour augmenter tes chances de réussir. Ça marche, hein, on l'a en production, ça marche très bien. Donc être vu et inclus, ça c'est un point essentiel aussi pour un collaborateur. Est-ce qu'on me connaît? Alors je pose la question, où avez-vous l'info la plus à jour sur vos salariés? Dans vos systèmes ou sur LinkedIn? Je pose la question. Et donc diminuer les contraintes administratives, ça aussi pour un collaborateur, c'est important. Je déménage, bon, au bout de combien de temps c'est rentré dans le système? Vaut peut-être mieux que je le fasse moi-même. Est-ce que mes données personnelles sont bien traitées? Parce que les données RH, ce sont à la fois des données d'entreprise, mais aussi psychologiquement des données personnelles. Donc il faut en tenir compte. Est-ce qu'on est transparent vis-à-vis des candidats sur la gestion de leurs données? C'est un argument de marque employeur. Hein, voilà. Et donc, pour conclure, c'est vraiment ça. C'est essayer d'avancer un petit peu sur deux jambes. La vision de l'entreprise, qui est la gestion des talents, avec les processus talents, et la vision du collaborateur, qui est l'expérience talent. On va aussi parler, d'ailleurs, dans l'expérience talent, des moments qui comptent. J'insiste sur cette expression, les moments qui comptent. Quel moment compte pour un collaborateur? Le moment où un recruteur me contacte, c'est un moment qui compte. Le moment où je suis évalué, le moment où j'ai un dialogue avec mon manager suite à la fin d'un projet. Qu'est-ce que j'ai bien fait, où je peux m'améliorer? Le moment où je postule à une mobilité interne. Le moment où j'apprends que je vais quitter l'entreprise, que ce soit volontaire et c'est une décision que je prends, ou éventuellement si je suis licencié, ou je pars en retraite. Et tous ces moments-là, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont des moments qui comptent et qui vont influencer l'expérience talent et qui sont aussi des moments durant lesquels vous devez offrir une expérience positive à vos collaborateurs. Et je termine à la seconde près. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Just in time. Est-ce que le moment où on dit non à un candidat est un moment qui compte? Oui. Alors, comment on le traite? En fait, oui et non. C'est-à-dire que soit le candidat envoie de façon assez peu sérieuse des tonnes de CV pour voir ce qui ressort, ça arrive, hein. Soit le candidat a effectivement passé du temps sur votre site carrière, à personnaliser son CV, à vraiment essayer de bien répondre. Et dans ce cas-là, il faut lui donner une explication. Il faut être honnête. Le dessin de Lisambard est très pertinent parce que vous nous avez prouvé que oui, le marketing entre dans l'ARH. Oui. Est-ce que vous avez des exemples de coopération forte, voire d'imbrication de services marketing et de services RH dans des entreprises? Oui, alors j'ai une entreprise en tête, j'essaie juste de me souvenir du nom, c'est un cabinet d'audit dont le DRH est aussi directeur communication. D'accord. Voilà, ça c'est un exemple. L'autre point, c'est aussi... on se voit souvent. Ce qui est important, c'est de se dire, parler aux gens du marketing. Pourquoi? Parce que la révolution que vous vivez aujourd'hui en tant qu'RH, le marketing l'a vécu il y a 10 ans. Oui, dans les services marketing, il y a des gens de process, donc ils peuvent travailler pour la RH. Oui. Oui, maintenant, attention, il ne s'agit pas que le marketing fasse le boulot de la RH. Oh. Il s'agit de se rendre compte qu'il y ait des méthodes qui puissent être utiles. Bien sûr. Donc gestion de campagne, effectivement. Je campagne même en interne aussi. Hein. Je fais une campagne de communication interne. Je veux promouvoir des postes internes à pourvoir, etc. C'est de la communication, c'est de la marque. Je veux mettre en avant l'entreprise à l'extérieur, c'est la gestion de marque. La marque employeur est une partie de la marque de l'entreprise. Bien sûr. Alors, j'ai peut-être été inattentif, mais vous n'avez pas cité la cooptation. Si, alors, j'ai dit recommandation, je n'ai pas dit cooptation. Okay. Mais si, ce que je disais, chez Cornerstone, on recrute un tiers de nos nouveaux salariés comme ça, par cooptation. La cooptation, j'aime beaucoup cette méthode, mais il faut bien prendre de point de vue, là encore, hein, expérience talent. D'un point de vue de salarié, la cooptation est un double risque. Je prends un risque vis-à-vis de la personne que je recommande, parce que si elle n'est pas heureuse, je peux perdre un ami.
et je prends un risque vis-à-vis de Et de la l'entreprise parce que si la personne n'est pas gardée, Ça le temps pour moi. voilà, il y a une perception négative. Donc c'est pour ça que beaucoup d'entreprises récompensent, voire récompensent financièrement la cooptation. Merci beaucoup.